C'est parti. Donc, bonjour à tous, bonjour à ceux aussi qui regarderont le replay. Le but aujourd'hui est de vous présenter, enfin, de parler d'abord du partenariat qu'il y a du coup entre Doki, Octopulse et le PIE. Une fois qu'on a effectué ça, on va aborder tout ce qui est la partie théorie sur le contenu. Donc, on a beaucoup de choses à dire avec Simon pour vous expliquer en quoi c'est fondamental. Après, on va aborder une seconde partie plus en mode astuces, méthodes, les outils que vous pouvez utiliser, de matière gratuite ou pas d'ailleurs, pour améliorer justement tout ce qui va être la rédaction sur le contenu. Et après, on peut vous montrer aussi tout ce qui est cas concret avec notre outil qui est Doki, qui connaît un véritable succès depuis un an. Et on va pouvoir du coup vous montrer à la fois un exemple même sur un contenu et aussi les résultats obtenus par certains de nos abonnés. Et puis, bon, il y a une partie à la fin questions, mais si vous avez des questions de toute manière, là, on a du coup Renaud et Emmanuel qui pourront nous poser des questions tout au long de la présentation. Et évidemment, puisqu'il y a le partenariat entre Doki, Octopulse et le PIE, nous avons des tarifs préférentiels pour tous les membres du PIE et aussi tout ce qui va être accompagnement. On va pouvoir vous faire des démonstrations personnalisées de l'outil. Ça sera aussi le but à la fin de cette conférence. Yes. Merci Damien, peut-être qu'on va se présenter avant de commencer. Donc je te laisse Damien te présenter, après je me présenterai et on attaquera le sujet directement. Alors, du coup, moi, je suis le Head of Sales de Doki. Je suis donc tout ce qui est la partie représentant commercial et je gère aussi tout ce qui est use case avec nos abonnés. Il faut savoir que Doki, c'est un outil qui a été créé par la société Octopulse. Donc, je vais laisser Simon après parler beaucoup plus d'Octopulse. Moi, j'ai rejoint il y a 18 mois justement la société Octopulse pour aider à faire connaître notre outil Doki, qui est un outil d'aide à la rédaction. Il faut savoir qu'en fait, après les 4000 prestations réalisées par Octopulse sur toute typologie d'entreprise sur le SEO, sur le référencement naturel. L'un des piliers du SEO, c'est le contenu. C'est celui qui est le plus tendance actuellement. Et c'est pour ça que du coup, l'équipe d'Octopus a créé Doki. C'est un outil qui fait vraiment la différence parce qu'il va vous aider à convertir beaucoup plus grâce à vos contenus et surtout parce qu'il est puissant sur tout ce qui est mots-clés français comparé à d'autres outils qui sont plus à la base créés pour l'anglais. Nous, on a voulu créer un outil à la base facile à utiliser, qui comprenne bien les mots-clés français et qui vous permettent aussi de gagner du temps. La rentabilité et le pragmatisme dans le SEO, c'est vraiment une grosse problématique. Et cet outil-là permet justement de résoudre cette problématique. Et depuis depuis ces 18 mois où j'ai rejoint Doki, on connaît une véritable ascension, un succès. On est vraiment utilisé de plus en plus. Et le but du jeu, c'est de faire connaître l'outil au maximum de personnes pour les aider sur la création de contenu qui soit efficace. Merci Damien, c'est très clair. Pour me présenter moi rapidement, donc je suis Simon Deboeuf, donc je suis le cofondateur et CEO d'Octopulse et de Doki. Juste pour vous faire rapidement, moi j'ai vraiment un historique sur le référencement. J'ai été consultant SEO SIA pendant 5 ans en France et aux États-Unis en agence. J'ai travaillé pour pas mal de grands comptes, hein, que ce soit Dior ou Yves Saint Laurent. Donc je fais de la strat SEO. C'est quoi? Ça veut dire que je vais faire de l'analyse de site. Derrière, je vais faire de la recommandation, que ce soit sur l'architecture, sur la performance, sur l'organisation, sur le côté contenu aussi, sémantique, etc. Et aussi tout ce qui est monitoring. En termes de référencement payant, j'ai fait aussi pas mal de grosses campagnes en France, aux États-Unis. Donc là, j'avais aussi ce côté, bien sûr, proposition de stratégie aux clients, mais aussi le côté opérationnel. C'est moi qui mettais en place les campagnes. On pourra en discuter si ça vous intéresse. C'est pas le but aujourd'hui de ce webinaire de parler de référencement payant. On est plus sur le référencement naturel. Mais voilà, en tout cas, si vous avez des questions sur tout ce qui englobe le référencement payant au naturel, n'hésitez pas à nous interrompre. Et aujourd'hui, justement, on va faire un petit focus sur le contenu. Donc, je te laisse reprendre le fil, Damien. Top. Du coup, on va pouvoir vous aider via des webinaires, des événements de formation à vous accompagner sur toutes vos problématiques. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Alors, on vous enverra du coup cette plaquette. Vous allez pouvoir vous inscrire via le lien. Vous pouvez aussi sur Doki, c'est l'outil. Vous pourrez toujours nous demander une démonstration. Le but du jeu aussi dans le SEO, au-delà de tous les aspects techniques et conseils qu'on va vous donner, c'est aussi du cas par cas. Tout à l'heure, Emmanuel nous a évoqué cette problématique liée au fait de se faire connaître sur les réseaux sociaux et via aussi son site. Cette problématique va être potentiellement liée, par exemple, au fait qu'il soit lié au domaine du café et qu'il y ait aussi du SEO local puisqu'il est présent aussi à Paris et à Nice. Donc, en fait, c'est du cas par cas aussi, le SEO. Et c'est important de connaître votre business. Donc là, on est aussi là pour vous accompagner gratuitement en faisant des démos de l'outil et aussi à vous expliquer justement via vos thématiques comment vous allez pouvoir adapter votre contenu et vraiment bien cibler. Donc, là, Simon vient de parler de stratégie.
stratégie. C'est vraiment aussi très stratégique le SEO. Donc nous, c'est justement via ce partenariat, on va pouvoir vous accompagner. Donc de toute façon, Aurore va vous envoyer la présentation. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Nous, on fait des points avec vous d'une demi-heure pour vous montrer comment utiliser l'outil, pour parler avec vous de votre business, vous expliquer aussi comment on peut adapter votre contenu à votre business. Et on est vraiment là pour ça. Et puis en plus, vous aurez évidemment des tarifs préférentiels. Donc, la base du contenu, c'est que le contenu est roi. Donc, roi pour dire que c'est actuellement parmi les trois axes dans le SEO, dans le référencement naturel, c'est celui qui est le plus à la mode, le plus tendance. Mais c'est aussi parce que c'est héroïste. Ça vous permet vraiment de gagner du temps, gagner de l'argent et aussi de convertir mieux. C'est aussi pour ça qu'il est le plus tendance. Le premier truc à savoir, c'est que là, c'est vraiment sur la base sur le référencement, et c'est aussi pour ça que Octopus a été créé, puis qu'après Octopus a créé Udoki. C'est qu'un site web sans référencement, bah, c'est un peu comme ce restaurant dans un désert. C'est en clair, hormis ceux qui vous connaissent l'endroit du restaurant, personne s'y rendra, puisqu'il n'y a pas en fait de chemin qui amène directement à ce restaurant. Un site web qui a du référencement, donc du référencement naturel, référencement payant ou référencement local, c'est en fait un restaurant qui va avoir plusieurs rues qui vont lui permettre d'attirer du trafic. Donc, avoir le maximum de personnes, le maximum de différents types de personas qui vont pouvoir arriver à ce site. C'est d'où l'importance du référencement. Je suppose que Simon, tu as forcément quelque chose par rapport à… Non, non, mais bien sûr, en fait, aujourd'hui, donc, un site, en gros, ce qu'il faut comprendre avec Google, c'est que tous les sites aujourd'hui peuvent se positionner. Google va pas faire une préférence si vous êtes Amazon, va pas faire une préférence si vous êtes Conforama, va pas faire une préférence si vous êtes une grosse structure. En effet, si vous répondez aux règles de Google, hein, que ce soit technique, sémantique ou même d'autorité, vous allez en fait pouvoir être positionné dans les meilleurs résultats. Google ne va pas faire de privilégier un site ou l'autre. Il suffit simplement de répondre à ses attentes techniques et sémantiques. Et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer dans ce webinaire, comment essayer d'y répondre. Ça, c'est trois statistiques qui sont importantes à savoir parce que déjà, ça nous motive à faire du référencement. Le référencement, ça nécessite du temps quand même. Donc, dans ces cas-là, il faut se lancer, il faut être prêt à le faire. 93% des expériences online commencent avec un moteur de recherche. En fait, bon, majoritairement du coup Google. Ça veut dire que toutes les personnes, quand ils vont effectuer un achat en ligne, un achat sur Internet, ils vont forcément vérifier aussi sur Google les avis. Ils vont essayer de voir si les produits ne sont pas défectueux ou s'il n'y a pas des mauvais avis. Ils vont voir si c'est bien recommandé par d'autres sites. Donc maintenant, en plus avec les nouvelles générations, ça s'effectue de plus en plus. Le procédé de réassurance, le procédé de vérifier les informations avant même d'acheter. D'où l'importance aussi d'être présent et d'être visible sur les moteurs de recherche. Il y a aussi le fait que sur 91% des clics, maintenant c'est même plus que 91%, des clics se font sur la première page de Google. Du coup, il faut être présent sur Google, mais il ne faut pas seulement être présent sur Google, il faut être présent sur la première page de Google, puisque c'est là où vous êtes visible. Il y a une blague de référenceur qui dit que si on doit cacher un corps, on doit le cacher sur la deuxième page de Google parce que personne n'ira le voir, ce corps. Donc, c'est vraiment ça le but du jeu, c'est pas seulement d'être présent sur Google, mais vraiment sur la première page. Et surtout, pour le contenu, pourquoi le contenu est tellement important et pourquoi le référencement naturel, les résultats organiques, à contrario du référencement payant et de l'ADS, est aussi très important d'avoir en plus, c'est que 80% des clics de Google vont s'effectuer sur l'organique. À contrario, du coup, 20% sur les ads. Alors, le 20% des ads sera peut-être plus dans la conversion, mais quoi qu'il arrive, ça veut dire que 4 fois plus de personnes sur la première page vont cliquer sur l'organique parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en la pub. D'où l'importance d'avoir les deux et d'avoir du contenu performant. Alors, ce que je pense que Damien, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il veut dire, c'est que aujourd'hui, il faut travailler son référencement pour plusieurs raisons. D'une, en fait, aujourd'hui, comme il avait bien expliqué, les gens vont sur Google, hein, c'est ancré, nous, on est Google partenaire, on le sait, on travaille avec pas mal de consultants de chez Google. Google est le moteur de recherche référent, c'est 92-95% des moteurs de recherche en France et dans le monde, excepté la Chine. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne vont très peu en page 2 ou en page 3. Donc, ce qui est très important, c'est au moins de se positionner sur cette première page et encore plus sur ces 3 premiers résultats, parce que ces 3 premiers résultats vont avoir à peu près 70-80% des clics. Donc, le fait de au moins travailler son référencement pour être présent sur son nom de marque et des requêtes qui soient intéressantes pour lui, aujourd'hui, c'est crucial si on veut faire du trafic naturel en essayant d'attraper ses premières positions et c'est en travaillant son contenu qu'on arrive à attraper ses premières positions. Et donc, c'est là-dessus aujourd'hui qu'il faut faire un effort. Bah là, je te laisse parler parce que j'étais beaucoup plus expert. Alors,
En gros, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que Google va vraiment mettre en avant le référencement payant. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Google fait son chiffre d'affaires. 80% du chiffre d'affaires de Google vient des publicités en ligne. Donc, même là, on le voit sur cette page, meilleur outil SEO, on voit que les 4 premiers résultats, c'est 4 outils qui payent. C'est 4 sites qui sont tout simplement, en fait, ils investissent sur ce mot-clé-là. Les premiers résultats en référencement naturel, vous voyez, la première chose, c'est quand même assez bas en pas de page. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, un mix des deux, c'est quand même aussi important pour faire du trafic et être en priorité sur la page. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de vraiment focus, c'est sur le référencement naturel parce que des gens ne cliquent pas toujours il y a 60% des gens qui cliquent sur ces publicités, mais parfois ils ne cliquent pas. Donc le but, c'est bien sûr d'aller attraper au moins cette position 1, 2 ou 3, parce que vous voyez sur une page qui arrive, sinon on n'est pas affiché et on va perdre du clic. Donc c'est l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner des clés pour justement atteindre ces premiers résultats naturels. Parce que si vous n'avez pas de budget paid et que vous n'êtes pas sur ces premières places en référencement naturel, finalement, vous ne serez pas du tout visible et vous n'aurez pas de clic sur votre site. Je te laisse Donc, aussi. ouais. Alors, pour vous faire là, je vais essayer de vous schématiser de façon à mieux comprendre qu'est-ce que le référencement naturel. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le référencement naturel se travaille sur 3 grands piliers. Le premier pilier du référencement naturel, c'est le SEO technique. Qu'est-ce que c'est que le SEO technique? C'est tout simplement, en fait, Google va mettre en place à peu près 140, 150 facteurs qu'il faut suivre pour pouvoir être bien référencé. Donc, on en parlait avec Emmanuel au début du call. Il y a la performance qui va rentrer dedans. Il y a le fait d'être mobile compliant, c'est-à-dire répondre, être mobile friendly. Il y a le fait de travailler sur une architecture, etc. Mais en fait, il y a à peu près 130, 140 critères à suivre qui sont très importants et qui sont un petit peu, si vous voulez imaginer, c'est un petit peu comme les fondations de votre maison. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas conforme techniquement aux attentes de Google, en fait, c'est comme si vous n'avez pas de fondation solide d'une maison, et donc vous n'aurez pas de deuxième étage, vous n'aurez pas de troisième étage. Cette conformité technique, elle représente à peu près 30% de votre référencement. Et ça, pour venir l'analyser, si vous voulez, vous pouvez aller sur octopulse.io, hein. On peut mettre dans le chat l'adresse, c'est octopulse.io. Et en fait, nous, on peut venir analyser gratuitement si votre site est conforme ou non techniquement. Donc ça, on va aller, en fait, nous, c'est un crawler qu'on a développé, hein, c'est un robot qui vient analyser, comme je vous l'ai dit, 140, 150 points de contrôle. Et dedans, on va aller regarder, est-ce que vous avez du balisage, est-ce que vous avez la possibilité de partager votre site sur les réseaux sociaux, etc. Ça, ce sont toutes des petites cases à cocher qui sont en fait obligatoires aujourd'hui si on veut qu'un site soit bien référencé. Deuxième pilier du référencement, qui est très important aussi, hein, c'est l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité? L'autorité, c'est tout simplement en fait le netlinking. En fait, il faut multiplier. Google va aller venir analyser que vous avez le plus de sources externes qui parlent de vous. Je m'explique, par exemple, vous avez Le Monde.fr qui fait un article que sur vous, voilà, Emmanuel fait du café, donc un article sur les bienfaits du café, etc. Et après, s'il envoie un lien vers le site, tout simplement, en fait, comme Google a une confiance, on appelle ça un trust flow, qui est fort envers le monde.fr et qui voit qu'il y a un lien qui pointe vers le site, tout simplement, il va dire je peux faire confiance à ce site-là et donc je vais le faire remonter en indexation. Donc je schématise un peu, mais en fait, Google va tout simplement venir analyser le nombre de sources externes qui parlent de vous et en fonction de la qualité et de la quantité de ces sources externes, tout simplement, il va dire je peux faire confiance à ce site-là et donc je le fais remonter. Donc aujourd'hui, il faut aussi travailler le netlinking et notamment avec PIE, hein, quand PIE fait un article sur vous, quand PIE vous met dans une truc, tout simplement si un lien vient du site PIE, comme PIE a quand même une autorité qui est assez forte, vous, ça va vous faire augmenter votre autorité. Et donc, c'est un des piliers aussi importants à travailler. Troisième pilier, celui qui nous intéresse principalement aujourd'hui, c'est le contenu. En effet, depuis 2018, mais même avant, le contenu, c'est vraiment, il y a eu un algorithme qui s'appelle BERT qui a été mis en place. C'est aujourd'hui Google, il est contentavore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Google a besoin de contenu pour pouvoir référencer un site. En fait, tout simplement, Google aujourd'hui va prendre 30 à 40% de son référencement, il va venir analyser le contenu. Quelle est l'architecture de votre contenu? Quels sont les mots-clés sur lesquels vous vous positionnez? Est-ce qu'il y a une récurrence de contenu? Est-ce que vous créez du contenu qualitatif, etc. Mais en fait, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir des envies ou du référencement
sans avoir en fait cette création et cette récurrence de contenu. Donc dans tout site qui souhaite avoir de la visibilité, qui souhaite avoir du trafic, qui souhaite avoir des positions, quand on parle de position, c'est position 1, 2 ou 3, hein, enfin au moins la première page, il faut obligatoirement intégrer une stratégie de contenu et c'est sur ça qu'on va essayer de vous aider aujourd'hui parce que sinon, en fait, votre site n'aura pas de la valeur ajoutée aux yeux de Google qui permettra de dire, OK, il est expert dans son domaine, il est expert sur ce mot-clé-là et donc je le fais remonter. Donc aujourd'hui, le pilier contenu est les piliers le plus important et il faut travailler, il faut rédiger du contenu pour justement être bien référencé. Donc, si on fait, on reprend, donc on a trois piliers principaux pour travailler son référencement. C'est être conforme techniquement, c'est la base. Si on n'est pas conforme techniquement, on n'a pas un site qui est performant, on n'a pas un site qui va vite, on n'a pas un site qui permet à Google de comprendre rapidement, etc. Donc, on ne va pas pouvoir être bien référencé. Deuxième pilier important, allez travailler votre autorité avec le maximum de partenaires, de mairie de votre ville, du mairie de l'arrondissement, etc. Mais en tout cas, il faut multiplier les forums, les réseaux sociaux, mais il faut multiplier les sources externes qui vont vous envoyer des liens vers votre site pour augmenter l'autorité. Et le troisième pilier, la création de contenu, donc créer du contenu avec une récurrence de contenu, se positionner sur des mots-clés sur lesquels on veut montrer notre expertise à Google pour pouvoir remonter. Et tout ça, c'est régi donc par l'expérience utilisateur. Ça veut dire que Google va venir analyser comment se comportent les utilisateurs sur votre site. Est-ce que l'utilisateur va faire un clic? Est-ce que l'utilisateur va faire une demande de contact? Est-ce que l'utilisateur va faire une demande de devis, etc. Et en fonction de cette expérience utilisateur, Google va venir aussi analyser, ça représente à peu près 10% de votre référencement, mais Google va venir analyser comment se comporte l'utilisateur. Et si l'utilisateur se comporte bien, donc par exemple qu'il reste longtemps sur votre site, qu'il regarde beaucoup de pages, bah, il va mettre aussi en avant votre site. Alors ça, c'est des chiffres qui montrent aussi l'importance du contenu dans le positionnement des résultats. En fait, c'est un graphique qui montre la moyenne des positions totales des sites sur n'importe quelle recherche. Et on s'aperçoit que si on se rapproche du premier résultat pour n'importe quelle recherche, du deuxième résultat, du troisième résultat, c'est des pages web où, en clair, en termes de nombre de mots dans le contenu sur la page web, il va y avoir entre 1950 et 2000 mots. Et plus vous vous rapprochez de la 10e position, plus en fait le nombre de contenus va aller vers 1800 mots de moyenne. Ça prouve aussi que le nombre de mots et du coup que l'importance du contenu est vraiment primordiale pour les robots de Google. Ouais. En effet, aujourd'hui, sur les requêtes un petit peu où il y a de la compétition, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui souhaitent se positionner, Google va venir analyser en fait la qualité, mais la quantité de contenu aussi. Donc bien sûr, hein, encore une fois, il ne faut pas juste rédiger de façon sans utiliser de mots-clés, etc., sans être récurrence et surtout avec un mauvais français. Mais derrière, un des constats, et le graphique le montre bien, c'est que oui, les positions 1, 2 ou 3 ou 4, hors branding, hein, bien sûr, le branding, ça va être un petit peu différent, mais les positions 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez qu'en fait, ça reste des articles ou des pages qui proposent quand même assez de contenu, donc une valeur ajoutée. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut appuyer, c'est qu'en effet, si on souhaite se positionner sur des requêtes importantes, il faut bien sûr mettre la main à la pâte et rédiger du contenu parce que c'est pas avec une page qui fera 300, 400 mots qu'on arrivera en fait à montrer à Google l'expertise et le position qu'on souhaite atteindre sur le référencement. Et donc, il faut travailler son contenu. Il y a une donnée qui est intéressante que j'ai vue dans ta présentation, Damien, c'est Sur HubSpot. ouais, et puis le fait en fait aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi on peut, il est super important de retravailler des contenus existants. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voyez qu'il y a une de vos pages qui se positionne sur un mot-clé, mais qui est peut-être en 17e, 18e position, et que vous souhaitez atteindre bah, justement ces premières positions, bah, tout simplement en fait le fait de rajouter du contenu, de répondre à une question supplémentaire dans le contenu, de rajouter un testimonial, d'expliquer, d'avoir peut-être une infographie ou des choses comme ça, va faire en sorte que Google, comme le site, la page est déjà référencée, déjà indexée, déjà positionnée, bah, tout simplement, vous ne partez pas de zéro et il va pouvoir vous faire remonter là-dessus. Donc il y a quand même une des solutions aujourd'hui, c'est d'analyser le contenu existant qu'on a sur nos sites et bien sûr l'optimiser et le republier pour tout simplement reprendre des positions et des gains de performance. D'ailleurs, c'est une des fonctionnalités maintenant primordiales aussi de notre outil Doki qui permet de classer toutes vos pages existantes et de vous dire, bah, cette page-là, il y a un maximum de potentiel pour avoir des mots-clés organiques supplémentaires. Et si vous êtes situé d'ailleurs peut-être à la deuxième page, même ou en quatrième position, vous pouvez encore améliorer ce positionnement et du coup, il faut aller là-dessus. Il faut rajouter des mots et les optimiser avec des mots-clés. Et ce que permet notamment du coup Doki, on le verra par la suite. Ça, c'est un des autres chiffres qui sont importants.
En fait, on se rend compte sur l'image de gauche que le taux de conversion par chaîne, enfin, par axe de marketing entre Canon. l'AdWords et le Facebook Ads, qui sont les deux, ouais, deux canaux, qui sont, merci, je cherchais le mot, les deux premières colonnes qui sont tout ce qui va les publicités sur Google et Facebook, bah, ça convertit plus, c'est sûr. C'est une conversion beaucoup plus rapide et beaucoup plus sur le court terme que le SEO et le contenu marketing qui sont eux en la troisième colonne. Mais par contre, si on regarde le retour sur investissement sur les dépenses, donc tout ce qui est le ROI, et ben en fait, le SEO et le contenu rapportent beaucoup plus que l'AdWords et le Facebook Ads. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il ne faut pas faire qu'un des deux. Ça prouve qu'il faut faire les deux, mais qu'il faut savoir ajuster justement tout ce qui est ads et du coup le SEA et tout ce qui est SEO. Mais que sur le moyen long terme, en fait, et tout ce qui va être les dépenses et du coup l'investissement qu'on attend en retour, bah, le SEO et le contenu va vraiment faire la différence. Yes, si je peux me permettre, en fait, en effet, aujourd'hui, quand on se positionne avec du référencement payant, on va aller chercher un mot-clé précis, on va aller chercher du trafic directement. Donc, c'est pour ça que c'est le plus héroïste, le plus conversion rate qui est le plus haut, parce que tout simplement, on va se positionner sur, j'en sais rien, meilleur incubateur Paris et c'est PIE qui va sortir. Ok, donc là, c'est normal, on se positionne là-dessus, mais on paye le clic. Donc, obligatoirement, si derrière, on voit que c'est héroïste et c'est très bien. Mais là où le SEO va faire, c'est qu'une fois qu'on a attrapé une position, que ce soit un, deux ou trois sur une requête, bah, tout simplement, en fait, vous allez avoir du trafic en permanence, qu'on soit à Paris un vendredi matin, à Marseille un samedi soir ou à Nice un dimanche. En fait, avec une position attrapée sur du SEO, bah, tout simplement, c'est du trafic qui arrive en permanence et surtout gratuit sans avoir à dépenser de l'argent. Donc, on n'est plus sujet justement au budget qu'on va investir sur du AdWords, mais on est surtout on a du trafic tous les jours et c'est pour ça qu'aujourd'hui le SEO est le canal le plus rentable en termes de ROI. Non. Ah, excusez-moi, j'étais sur le mauvais touche. Voilà. Ça, alors, tout ce qu'on disait, le SEO, le contenu, ça revient à la fin à créer, à faire ce que votre site attire des internautes et les transforme en prospects, puis en clients, puis en prescripteurs de votre solution, de votre service. Ça, c'est quoi? C'est tout simplement l'inbound marketing, c'est le process du cycle d'engagement. Donc, en clair, c'est comme un funnel. Vous êtes là pour attirer le maximum de monde, le maximum de personas différentes, donc la typologie de personnes différentes. Et au fur et à mesure, grâce à vos contenus, donc on voit que par exemple, pour attirer des internautes et les transformer en prospects, c'est-à-dire qu'ils commencent à s'intéresser à ce que vous avez à proposer, et ben, par exemple, il faut une landing page, ou il faut un blog, ou il faut des formulaires qui permettent d'attirer les personnes sur votre site. Après, du coup, vous allez avoir différentes typologies de contenus qui vont, par exemple, des use cases, des livrements ou des fiches produits catégories si vous êtes en e-commerce, par exemple, qui vont permettre justement de transformer ces prospects qui s'intéressent du coup à votre site en clients pour qu'ils s'intéressent vraiment à votre service ou ou à votre produit que vous avez à offrir. Et à la fin, par un autre type de contenu qui va être les newsletters, réseaux sociaux, contenu personnalisé, bah, ces mêmes clients que vous avez, en les accompagnant justement sur le long terme, ils vont eux-mêmes devenir des prescripteurs et proposer vos services ou vos produits à d'autres personnes. Et c'est comme ça que vous allez vraiment créer un cercle vertueux pour justement convertir encore mieux et accélérer justement ce qui va être gain en termes de clients et de CA et du coup de recommandations à la fin. Mais tout ça, ça commence à la base en attirant du monde sur votre site. Donc, plus de visibilité sur Google qui permet d'avoir du coup plus de clics, qui permet du coup d'avoir plus de trafic sur votre site et à la fin, du coup, plus de conversions et plus de personnes à vous qui vont vous recommander. Yes, en gros, ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, le contenu, il y a plusieurs formes de contenu. Il y a du contenu qui est fait pour attirer, hein, il y a du contenu qui est fait pour engager, il y a du contenu qui est fait pour fidéliser. Et aujourd'hui, il faut comprendre que justement, ce ne sont pas exactement les mêmes types de contenus qu'il faut générer pour pouvoir répondre à tout ça et avoir ce cercle vertueux, comme l'a si bien dit Damien. Donc là, on a vu vraiment tout ce qui est l'aspect théorique. On vous a expliqué en fait pourquoi déjà le référencement est très important, que dans le référencement, vous avez référencement payant et référencement naturel qui sont complémentaires, qu'il faut savoir ajuster en fonction des cas, que dans ce référencement naturel, bah, il y a plusieurs axes à respecter, que celui que nous, on est en train d'aborder aujourd'hui, c'est le contenu, et que le contenu est à la fois très rentable et surtout vous permet de créer un cycle d'engagement qui va être vraiment fort pour vous et qui va vraiment vous permettre aussi de convertir sur le moyen long terme beaucoup mieux. Et maintenant, on va vous montrer justement comment, techniquement, avec la rédaction, le contenu, comment vous pouvez, avec des méthodes, des astuces, des outils, améliorer ce que vous faites actuellement. Donc, le but du jeu, déjà, de la rédaction SEO, ce sont deux axes. Moi, j'adore cette image parce que ça permet quand même de vulgariser pas mal. Votre métier, c'est sûrement pas d'être rédacteur web, mais les rédacteurs web, eux, ils ont deux entités auxquelles ils doivent plaire quand ils font de la rédaction de contenu SEO. Il y a les robots de Google, les bots,
qui, eux, vont analyser les pages de votre site et il faut rendre du coup ce contenu intéressant pour les bots de Google d'une certaine manière. Et il faut aussi que, une fois que les bots vous ont placé très haut sur Google et que vous avez des clics, que ça soit aussi intéressant du coup pour les internautes. Parce que le but du jeu, c'est pas d'attirer 10 000 personnes et que sur les 10 000 personnes, il n'y ait que deux qui prennent rendez-vous avec vous ou qui achètent votre produit. Il vaut mieux attirer moins de personnes, plus ciblées, mais aussi qui soient plus intéressées par votre contenu et ce contenu du coup doit être intéressant. Comment rendre ce contenu intéressant pour les robots Google? Bah déjà, il va falloir faire tout ce qui est en-tête, balise, tout ce qui va être les métabalises, travailler ça. Donc ça, c'est des notions à connaître qu'on va vous expliquer par la suite. Il va y avoir aussi, tout à l'heure, on parle de quantité. Bah, en fonction de la concurrence et de votre thématique et de là où vous essayez de vous positionner, la longueur de texte va être aussi ultra importante. Et le cœur du sujet dans le contenu, SEO, pour les robots Google, ça va être aussi les mots-clés. Alors, ça va être les mots-clés que vous utilisez et ça va être le nombre de fois que vous utilisez ces mots-clés. Parce que plus le mot-clé va être intéressant, évidemment, plus il sera cité. Et il y a aussi un ratio à connaître qu'on va vous évoquer aussi par la suite. Une fois que vous avez rendu ce contenu vraiment analysable facilement par les robots Google et qui comprennent vraiment sur quelle thématique vous placez, à quel positionnement vous méritez sur leur moteur de recherche, et ben vous allez du coup rendre ça intéressant aussi pour les internautes. Pour les internautes, bah déjà, vous allez essayer de regarder par rapport à la concurrence. Vous allez voir comment votre concurrence, qui est déjà positionnée plus haut que vous, elle fait-elle pour être justement tellement haut sur Google. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du reverse engineering, on va en parler tout à l'heure. Il y a les recherches associées. Alors, je sais que Simon, il a un très bon cas à nous expliquer justement sur les recherches associées qui vont vous permettre aussi de comprendre un peu mieux comment justement, quand vous voulez vous positionner sur une certaine type de requête sur Google, bah, quelles autres requêtes pourraient être intéressantes pour vous. Et les People Also Ask, qui sont vraiment une mine d'or pour vous, que vous retrouvez. Alors, c'est soit People Also Ask, soit autres questions posées, qui sont des questions qui sont posées des centaines ou des milliers de fois par les internautes sur des thématiques de manière récurrente, donc tous les mois. Et comme Google veut, quoi qu'il arrive, améliorer son expérience utilisateur. Il veut, quoi qu'il arrive, donner des réponses précises et le plus rapidement possible aux internautes. Et c'est pour ça qu'il met ces questions, ces autres questions posées très haut sur la première page de Google. Yes, pour conclure, en fait, il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la création de contenu aujourd'hui, elle va être analysée par les robots Google. Et comme l'a dit Damien, elle va être aussi, il faut qu'elle soit en valeur ajoutée pour l'utilisateur. Donc pour ça, il y a des règles à suivre, hein, comme on va vous l'expliquer, notamment le balisage, cette longueur de texte, la récurrence du mot-clé, les niveaux d'optimisation, d'architecture, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut mettre en avant pour que Google et ses robots puissent analyser de façon efficace et omnisciente le contenu. Derrière, il faut obligatoirement aussi que l'utilisateur soit content et qu'il soit, quand il arrive sur la page, il ait de la valeur ajoutée. Et là-dessus, il y a plusieurs techniques qui permettent de faire ça, hein. Notamment, c'est répondre aux people also ask, les questions que Google se pose, dans lesquelles il faut qu'elles apparaissent dans votre texte, les requêtes associées pour savoir sur quel cocon sémantique se positionner, comment fait la concurrence, qu'est-ce que la concurrence a produit, pour les avoir après analysé et produire quelque chose de mieux. Mais il faut bien sûr proposer donc du contenu intéressant et le mix parfait, c'est bien sûr un texte optimisé SEO avec du contenu intéressant permet d'atteindre les premières pages de Google. Alors, on va expliquer chacun des blocs et on va pas tout faire d'un coup. Mais pour la rédaction SEO, tout à l'heure, j'évoquais le pragmatisme. Va pas falloir faire ça une fois par semaine en vous disant tous les lundis matins quel contenu je vais tenter de produire. Donc, il faut vraiment en fait planifier au départ une sorte de calendrier éditorial. Ça rentre vraiment dans un process de planification. Il faut vraiment dire que le référencement naturel, ce qui vous fera gagner, c'est le pragmatisme et la régularité. Les robots de Google, ils veulent pas que vous créiez juste 100 contenus en janvier et que le reste de l'année, vous faites rien sur votre site. Le but du jeu, c'est que votre site soit là pour apporter des réponses et apporter du contenu de manière régulière. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut savoir planifier ces contenus pour que vous soyez même efficace, parce que vous n'allez pas que créer du contenu, ou en tout cas les personnes qui vont travailler avec vous vont pas faire que ça. Et du coup, en fait, il faut que ce contenu soit un peu planifié. Donc on va évoquer la planification. Une fois que Si je vous peux me avez permettre, un Damien. peu... Ouais. Ouais. En gros, ça serait intéressant parce que pourquoi aujourd'hui il faut avoir cette récurrence. Je pense que c'est intéressant d'ajouter que aujourd'hui, en fait, il y a une notion de budget crawl. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Google, tous les jours, il envoie des milliers de robots sur Internet. Il envoie des milliers de robots pour venir analyser. Ces robots, par exemple, si on va prendre le cas d'Octopulse, si on n'a pas rédigé de contenu, il va passer par exemple une seconde et 5 centièmes le vendredi matin à 10 heures. Il va passer une seconde 5 centièmes, il va passer avec son. Ça lui coûte de l'argent, machine, parce que Google, lui, quand il envoie ses robots, obligatoirement, c'est de l'argent machine. Et ça donc, il va venir analyser, il voit qu'il n'y a pas eu de nouveau contenu, il repasse le vendredi de la semaine d'après, à 10 heures, il va repasser une seconde et 5 centièmes.
OK, il va voir qu'il n'y a pas de nouveau contenu, donc il va passer là-dessus. Il va repasser encore le vendredi d'après, et il va voir qu'il y a toujours pas de nouvelles contenus. Bah, en fait, lui, Google, il va dire: «Ça sert à rien d'aller, optimiser mon budget de crawl. En fait, aujourd'hui, je vais réduire cette notion de budget de crawl et en fait, au lieu de passer 1 seconde et 5 centièmes, il va passer 1 seconde et 2 centièmes». Alors que s'il avait vu que j'avais rajouté du contenu, j'avais rajouté un cas client, j'aurais rajouté un article sur, les bienfaits du SEO, et comment produire du contenu de qualité et cetera. Mais il aurait dit: «Bah, j'apporte de la valeur ajoutée aux utilisateurs». Donc au lieu de rester 1 seconde 5 avec cette notion de budget de crawl, il va rester 1 seconde 7. Et c'est comme ça, en fait, qu'on gagne du budget de crawl, c'est comme ça qu'on gagne de l'indexation et c'est d'où l'importance de cette récurrence. C'est que derrière, en fait, Google va venir analyser tous les jours, hein, ou toutes les semaines. Ça s'appelle l'étude de crawl, hein, on peut le savoir, mais il passe sur votre site. Et si derrière, il voit qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de valeur ajoutée supplémentaire pour l'utilisateur, bah, il va plutôt réduire cette notion de budget de crawl plutôt que l'agrandir. Et en agrandissant cette notion de budget de crawl, bien sûr, vous allez gagner en temps d'indexation et donc en page visitée, etc. D'où l'importance de la régularité, d'une planification pour pas que vous soyez perdu après au fil de l'année. Après, vous avez réalisé cette planification, vous allez faire la rédaction. On va revenir sur la planification et toutes les étapes, mais je vous explique juste que c'est un cercle vertueux. Là, après, une fois que vous avez édité, en fait, que vous avez un calendrier éditorial, que vous allez savoir quelle thématique aborder et sous quelle récurrence, vous allez du coup rédiger, optimiser, et ça, on va l'évoquer ensemble, les différentes techniques. Et à la fin, ce qui est important, c'est comme le monitoring, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps, imaginons que vous avez planifié 6 mois de rédaction ou 1 an de rédaction, bah, c'est quand même de regarder les résultats et on va vous expliquer justement comment analyser ces résultats pour après améliorer encore l'année d'après ou les 6 mois d'après. Ça dépend de la périodicité de votre calendrier éditorial. Du coup, pour la planification, ce qui est ultra important au tout départ, à l'instant T, c'est de se dire, quand vous commencez, à qui je m'adresse. Donc, il y a deux phénomènes importants. Ça va être l'ICP, donc ça va être la typologie de clients d'entreprise à laquelle vous vous adressez. Bon, ça peut être du B2B, du B2C, du B2B2C, et aussi dans le secteur dans lequel vous êtes. Donc ça, c'est très important de savoir à qui vous adressez parce que en fonction de à qui vous vendez ou à qui vous vous adressez, bah, vous n'allez pas du tout faire le même type de contenu. Donc, il faut déjà identifier ça. Identifier parce que vous pouvez en avoir un seul, vous pouvez en avoir plusieurs. Moi, par exemple, sur Doki, vu qu'on vend un outil qui permet de créer du contenu pour des sites et que quasiment tous les business ont des sites, en fait, moi, mon ICP, ça peut être n'importe qui. Ça veut dire que, comme je dis souvent, moi, je peux même en soirée ou en restaurant, je peux vendre à mon voisin de table parce que généralement, c'est quelqu'un qui travaille sur un site et qui peut soit me recommander quelqu'un de son entreprise, soit même, ça se trouve, c'est lui qui gère le site ou qui, en tout cas, a besoin que le site fonctionne très bien. Et du coup, il sera intéressé par Doki. Mais par contre, quelqu'un qui va vendre dans mes abonnés, j'ai des personnes qui ont des outils de gestion de données financières, bah, eux, ils vont vendre que, un, à des grosses entreprises, et deux, leur persona, du coup, la personne de l'entreprise qui va être le contact de l'entreprise pour eux, ça va être généralement des directeurs administratifs et financiers. Donc, c'est hyper ciblé. Et du fait que c'est hyper ciblé, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Ça veut juste dire en fait que ça va être, le contenu va être hyper précis, que peut-être en termes de conversion, ça va être beaucoup plus rapide pour les atteindre vis-à-vis de du contenu qu'ils vont tenter de produire. C'est juste que c'est différent. Et du coup, on revient toujours à la même chose, c'est ça dépend de votre business. La rédaction SEO, c'est aussi stratégique et du coup, c'est du cas par cas. Tu as peut-être un exemple, Simon, par rapport à ça? Non, non, mais en fait, c'est assez logique. C'est qu'en fait, déjà, dans la rédaction, dans la définition de la planification, on va tout simplement pas rédiger pareil si on souhaite attaquer la génération Y ou un persona de 6 level sur une solution pour aider à l'accompagnement d'une entreprise. Donc, en fait, au début, ce qui est super important, c'est comme l'a dit Damien, avant de se lancer dans une stratégie de rédaction, il faut bien sûr définir son ICP, définir son persona, et en fonction de ça, bien sûr, on pourra adapter la stratégie, que ce soit même sur le contenu en interne, mais aussi sur les mots-clés sur lesquels on souhaite se positionner. Donc, très important, c'est cette planification. Une fois que vous avez Excusez-moi, une fois que vous avez déterminé la typologie d'entreprise à laquelle vous devez vendre à la fin votre service ou votre produit et les contacts qui vont être au sein de cette entreprise, ce que vous allez faire, c'est que vous allez définir après les thématiques, les formats de ces contenus qui vont intéresser ces entreprises-là Il n'y a et pas que ces des personnes-là. entreprises, hein, ça peut être du B2C aussi, ça peut être. Ouais, ouais, ça peut être, enfin, quand je dis du coup ici, c'est en fait les personnes ou en tout cas les entités, alors ça peut être des personnes ou des particuliers, à laquelle vous allez vendre. Et du coup, sur les thématiques et les formats, après, du coup, ça va être de plus en plus simple. C'est-à-dire que ça, une fois que vous avez déterminé du coup à qui vous allez vendre, à qui vous vous adressez et qui va être le point de contact, et bah du coup, après, il suffit juste de créer du contenu qui va être intéressant pour eux. Du coup, les thématiques et les formats, il peut y en avoir plusieurs. Du coup, il faut vraiment prendre le temps de les lister. Parfois, ça peut prendre une journée de faire la planification, mais c'est ça qui va faire qu'après, déjà, ça va être beaucoup plus clair pour vous et ça va vous faire gagner du temps sur le long terme. Et c'est ça qui fera la différence. Et une fois que vous avez défini les thématiques et le format, donc le format, ça peut être soit des articles de blog, si vous êtes sur du e-commerce ou e-shop, bah, il va falloir aussi travailler vraiment
vos descriptions de produits, vos pages piliers, les pages catégories. Si vous vendez, par exemple, si vous êtes dans la mode et que vous vendez des robes de soirée pour mariage, bah, va falloir vous intéresser aussi sur là où vous vendez notamment les robes de soirée, les robes de soirée, à ce qu'en bas de page, il y a plein de contenus qui sont intéressants aussi pour les robots Google. Parfois, beaucoup de gens qui font du e-commerce, je ne sais pas si parmi ceux qui regarderont le replay font du e-commerce, les pages catégories, c'est-à-dire vos onglets catégories, ces pages-là où il y a tous les produits, c'est très important et c'est une erreur récurrente parmi nos abonnés, c'est de mettre du produit, des paragraphes, du contenu pour que les robots de Google comprennent bien à quoi correspond cette page catégorie. Les produits en lui-même, ou en tout cas ce que vous montrez, ne suffisent pas. Donc ça, c'est ultra important de savoir du coup les formats en fonction de votre business. Et une fois que vous avez fait ça, vous savez en fait les thématiques qui vont être intéressantes du coup pour les personnes à laquelle vous adressez et les formats. Donc articles de blog, ça peut être des pages piliers, comme je disais, ça peut être des fiches description et tout. Ça va être les mots-clés. Quels mots-clés sont vraiment intéressants pour ces catégories-là, pour ces formats-là? Qu'est-ce qui va faire que les robots de Google vont bien comprendre aussi que ces contenus-là correspondent à ces thématiques-là, plus ou moins précises d'ailleurs. C'est vraiment ultra important d'avoir ces mots-clés-là qui sont listés, qui sont préparés d'avance. Et à la fin, une fois que vous avez tout ça, vous allez établir votre calendrier éditorial avec, en fonction de vos ressources humaines et vos objectifs, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont pouvoir vous aider à créer du contenu, combien de contenu vous allez produire et sur quelle récurrence, quoi. Yes, pour rebondir un petit peu sur les mots-clés, en fait, aujourd'hui, Dookie, mais faites des outils comme Google Trends, hein, qui est un outil gratuit de Google, vous permet de savoir quels sont les volumes de recherche, quel est l'indice de concurrence. Donc, en fonction de ça, vous allez voir en fait sur quels mots-clés il faut essayer de se positionner. Obligatoirement, je vais prendre un exemple tout basique, hein. Vous avez un garage dans Paris 14e, il faut aller regarder, bien sûr, voiture d'occasion, il y a de la volumétrie qui est énorme. Mais l'indice de concurrence, il est très fort. C'est-à-dire que derrière, vous allez vous battre contre la centrale, Réseau Car, Aramis, etc. Donc, très compliqué de se positionner. Donc, dans l'étude de vos mots-clés, il faut aussi bien regarder la faisabilité. Vaut mieux se positionner sur un mot-clé, par exemple, garage, Paris 14e, spécialiste Peugeot. Là-dessus, en fait, oui, je vais pouvoir me positionner, oui, je vais pouvoir avoir un mot-clé. Donc, bien sûr, j'ai beaucoup moins de volume que voiture d'occasion. Mais derrière, en fait, vaut mieux être en premier, en P1, P2, P3 ou en P1 sur une requête un peu plus longue, traîne qu'on appelle, donc avec plus de mots-clés plus précises, mais en fait, avoir un article qui répond à ce mot-clé-là, mais derrière, avoir peut-être 15, 20 nouveaux utilisateurs, nouveaux visiteurs qui viennent sur le site grâce à cette requête-là, plutôt qu'être essayer de travailler sur le mot-clé voiture d'occasion et finalement, même en faisant un travail acharné, en travaillant, on arrivera qu'à être en 12e ou 13e position, parce que derrière, il y a de l'historique, il y a des sites qui sont présents depuis très longtemps, qui font énormément de contenu, qui ont des grosses ressources, et en fait, avoir tout simplement zéro de trafic, parce qu'on est en 13e position, donc on est en page 2 là-dessus. Donc c'est aussi dans cette étude de mots-clés qu'il faut aller chercher des mots-clés intéressants sur lesquels il y a une faisabilité et sur lesquels on peut se positionner. Et encore une fois, on va vous l'expliquer, mais il y a des outils qui permettent de faire ça, dont Dookie, mais on y reviendra après. Pour une fois que vous avez du coup déterminé toutes ces étapes-là dans la partie planification qui vont vous permettre sur les 6 prochains mois ou sur l'année de savoir sur quoi, à qui vous adressez, sur quoi vous positionnez et comment vous positionnez avec quels mots-clés qui vont faire la différence, comme vient de l'expliquer Simon, et ben vous allez commencer du coup l'opérationnel, c'est-à-dire la rédaction et l'optimisation. Pour la rédaction, il y a quelque chose qui peut paraître assez simple et qui est vraiment très important. C'est que déjà, avant même d'optimiser ou de penser aux mots-clés, une fois que vous avez listé vos mots-clés, une fois que vous avez commencé, par exemple, imaginons un article de blog, et ben vous allez commencer à réaliser un premier jet. Il faut commencer par à pas perdre de temps, pas à trop réfléchir à quel mot-clé utiliser, à quel mot-clé utiliser dès la première phrase. Il faut commencer par rendre le texte lisible aux internautes. Parce que à la fin, quoi qu'il arrive, c'est ça qui fera la différence. Si vous commencez déjà à réfléchir aux mots-clés au départ avant même d'écrire, c'est là où ça va peut-être vous perturber et que ce sera du coup à la fin moins lisible pour les internautes. Il faut quand même que votre contenu soit intéressant. Hein, tout à l'heure, on a vu l'image avec le Mario Bros. Il faut quand même que le contenu à la fin soit intéressant. Et pour qu'il soit intéressant, c'est plus facile au départ de rendre le contenu lisible pour les internautes en abordant bien les thématiques et à la fin, rajouter les mots-clés dans l'optimisation. Donc ça, c'est le premier G qu'on appelle en termes de rédaction. Une fois que vous l'avez réalisé, ce qui est pas mal si vous pouvez le faire, c'est pas donné à tout le monde, c'est le faire relire et même le faire relire par quelqu'un qui n'est pas forcément, qui a la même expertise que vous, qui soit pas forcément d'ailleurs expert du domaine en question, du contenu. Puisque le problème étant que quand on est justement expert de son domaine et de sa thématique, et ben on a tendance à utiliser des mots qui sont très techniques, qui sont pas simples à comprendre, et qui du coup pour la vulgarisation vis-à-vis du coup on parlait tout à l'heure des personas à qui vous vous adressez,
bah, ça peut être plus compliqué pour la lisibilité. Du coup, si vous pouvez faire relire par quelqu'un qui n'est pas forcément du même domaine que vous, qui a moins d'expérience sur le sujet, mais qui, lui, pourra vous dire si c'est compréhensible ou pas, si c'est intéressant ou pas, bah, vous, ça va vous permettre de savoir si, du coup, le texte est bien lisible par les internautes. Et du coup, une fois que la rélecture est effectuée par quelqu'un, ou en tout cas par vous-même, et ben, vous allez pouvoir réécrire ce contenu et l'améliorer pour le rendre vraiment lisible. Ça, c'est le premier aspect de la rédaction. Yes. Donc en gros, ce qu'il faut dire, c'est que lancez-vous. Déjà, la première chose, c'est que quand vous voyez, et ne focussez pas directement sur je veux me positionner sur ce mot-clé-là. Réalisez un premier jet, créez en fait du contenu, apportez de la valeur ajoutée, et derrière, sur le moment de la relecture, de la réécriture, vous ferez cette intégration de mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Mais au début, comme l'a dit Damien, il faut que de toute façon votre article soit intéressant pour l'utilisateur. Donc ne faites pas trop un focus technique ou sémantique hyper précis au début. Plutôt écrivez ajouter de la valeur ajoutée, et à la suite, sur le niveau de la relecture, de la réécriture, vous pouvez commencer à essayer de travailler un petit peu votre récurrence de mots-clés, le répondre à des questions un peu plus précises que Google vous a préconisé, hein, ça s'appelle les people as wax, etc. Mais en fait, aujourd'hui, il faut vraiment se lancer et après partir sur la partie optimisation. Après, du coup, dans la partie optimisation, alors, il va y avoir tout ce qui est métadonnées, contenu home page, qui du coup vont concerner tout ce qui va être les en-têtes. Donc là, je vais laisser Simon partir sur le côté un peu technique. Vous allez avoir aussi après du maillage et des snippets, et du coup, on en parlera, et je pourrais vous évoquer plus que des choses qui sont en rapport avec des exemples. Mais ce qui va être aussi important, du coup, avant d'avoir ces données, c'est aussi quand vous allez du coup préparer tout ce qui va être vos en-têtes. Donc les en-têtes, c'est les HN, c'est une page web à un H1 qui est un titre principal, et des H2, H3 et H4 qui vont être des sous-sous-titres à chaque fois. Donc en clair, vous Yes. avez un H1, des sous-titres. Et ça, c'est très important. Tout à l'heure, on parlait du reverse engineering. On parle de la concurrence. Étudier la concurrence, étudier les résultats qui sont très haut positionnés. Parce que si ces sites-là sont positionnés très haut, autant on va pas être capable de connaître l'algorithme de Google. Par contre, on sait que si ces sites-là sont positionnés très haut, ça veut dire qu'au moins, les sujets, les thématiques sur lesquels ils sont positionnés, et du coup, les en-têtes, les titres qui sont des zones chaudes pour les robots de Google. Les robots de Google, ils regardent vraiment le titre principal qui est le H1. Les H2, c'est très important pour les robots de Google. Et ben, c'est important de vérifier déjà vos concurrents qui sont très hauts, qui ont déjà été positionnés par les robots de Google, quelles thématiques ils ont abordées. Et du coup, vous devez pas, c'est un potentiel pour vous. C'est-à-dire que si vous ne pensez pas à vous positionner dessus, pensez quand même à vous dire, potentiellement, ça peut être intéressant d'aller sur ces thématiques-là, parce que si ces sites-là sont dans les 3 premiers résultats de Google, par exemple, ça veut dire que ces thématiques-là fonctionnent et qu'il faut que j'en parle aussi. Yes, pour clarifier un petit peu, donc à ce niveau d'optimisation, en fait, il y a des règles à suivre, notamment les métadonnées. En fait, les métadonnées, ce sont les informations, les méta-titles, méta-descriptions que Google va venir analyser de votre contenu. Donc ça, bien sûr, il faut les travailler, les optimiser. Donc c'est en fait ajouter ces méta-titles, ces méta-descriptions pour justement aider le robot Google quand il vient analyser votre contenu. Donc ça, il faut les travailler, il faut mettre les mots-clés dedans, les intégrer, etc. Et après, Damien parle aussi d'architecture de hash, etc. Donc ça, pas de panique, hein, c'est tout simplement, en fait, il faut structurer son article, structurer sa page produit, structurer sa page de blog de façon à ce que Google, quand il passe avec son robot, il puisse quasiment comprendre avec les titres. Donc en fait, le H1 va être le titre principal, c'est la première requête que Google va venir analyser. Donc il faut que dedans, il puisse comprendre quelle est la thématique sur lequel on souhaite se positionner, quel est le mot-clé, etc. Après, il va venir regarder les H2, il va venir regarder les H3, etc. Donc là-dessus, il faut travailler votre optimisation technique sur le texte pour avoir un texte qui soit Google compliant et qui répond aux attentes. On parle aussi de maillage. Le maillage, c'est tout simplement en fait de relier vos articles à d'autres pages. Donc, on parle souvent de pages mères qui vont vers des pages filles pour expliquer, etc. Remailler avec des pages conversionnelles quand vous avez des pages explicatives pour aussi que Google voit que vous faites de la vente, etc. Mais il y a tout un intérêt en fait de maillage à l'interne du site sur lequel en fait Google va venir focus, va venir analyser. Et donc, ce maillage est très important. Au niveau des snippets, c'est un petit peu différent, mais c'est dans le code, il faut faire rentrer des informations que Google va venir prendre, analyser pour optimiser ça. Mais encore une fois, ça c'est un petit peu plus technique. Il y a des outils qui vous permettent de le faire. Et très important, du coup, comme le disait Simon, que quand vous avez votre page, que ce soit un article de blog, que ce soit une page produit, que ça soit vraiment bien architecturé, que la structure soit claire, puisque pour vulgariser en clair, le robot de Google, c'est un peu comme un prof qui regarde votre essai ou qui regarde votre thèse. Si en fait, il voit pas un plan de rédaction clair,
en fait, pour lui, ça veut dire que vous n'avez pas pris le temps de rendre ça lisible pour les internautes et du coup que ça vaut pas le coup d'être lu autant que les autres qui ont pris le temps d'architecturer. Donc très important tout simplement d'avoir un site principal, des sous-titres et ça c'est le principe du coup des hash comme l'évoquait du coup Simon. Une fois que vous avez du coup respecté votre planification et disons sur les 6 mois rédigé des articles de blog ou dans ce cas des contenus et les avoir bien optimisés en respectant bien les règles qui vont être importantes pour les robots de Google, et bah, du coup, vous allez faire ce qu'on appelle le monitoring. Vous allez regarder les résultats obtenus. C'est très important de regarder les résultats obtenus parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir qu'est-ce qui est positif ou négatif. Parce que même si vous êtes expert en rédaction, il y a forcément des choses qui vont être, des résultats qui vont être beaucoup plus positifs sur certaines thématiques ou sur certains formats de contenu que vous avez fait. Peut-être que des articles de blog vous auront rapporté plus de trafic ou en tout cas plus de trafic que des pages piliers ou l'inverse. Tout ça, ça va être important de regarder du coup les résultats obtenus. Du coup, là, je vais laisser Simon parler des métriques. Et c'est ça qui va vous permettre du coup de réajuster le tir après pour repartir en mode planification après sur la prochaine période et encore vous améliorer sur votre process de rédaction ou à qui vous vous adressez. Mais c'est important d'avoir ces résultats parce que c'est ça qui vous donne. Vous avez pris par exemple, disons que vous avez pris la direction du nord et d'un coup vous dites bah finalement en fait il fallait aller plus vers le nord-ouest. C'est un peu ça. C'est en clair, vous prenez une direction, vous savez où vous allez grâce à la planification au tout départ. Vous y allez en mode rédaction, optimisation et à la fin vous regardez les résultats et vous ajustez le tir en fonction des résultats obtenus. C'est aussi simple que ça. Yes, en effet, le monitoring, c'est la base de toute stratégie digitale. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a planifié, qu'on sait notre persona, on a les mots-clés sur lesquels on s'est positionné, on a commencé la rédaction, on a optimisé nos textes pour qu'ils soient bien compris par Google et les utilisateurs, bah, bien sûr, après, il faut regarder quel est le niveau, est-ce qu'on a gagné des positions, est-ce qu'on a gagné du trafic, est-ce qu'on a gagné. Et tout ça, en fait, ce monitoring est clé parce que tout simplement, il va vous permettre de réorienter, comme l'a dit Damien, votre stratégie ou de focus sur un mot-clé que vous voyez qui prend bien. Par exemple, vous êtes sur la requête meilleur incubateur pour entreprises parisiennes. C'est un mot-clé qui est intéressant. Vous voyez que vous gagnez énormément en position là-dessus, mais que vous êtes encore bas. Bah, il faut focus son travail là-dessus parce que tout simplement, en fait, vous allez essayer d'atteindre ces premières positions grâce à. Donc, le monitoring est clé parce que sans monitoring, bah, tout simplement, on n'a pas de vision. On ne peut pas savoir quels sont les mots-clés sur lesquels je gagne du trafic, quels sont les mots-clés sur lesquels je gagne des positions, quels sont les mots-clés qui m'ont fait que j'ai converti, etc. Donc, il faut bien sûr traquer, suivre et surtout monitorer ces rédactions de contenu afin d'avoir une meilleure visibilité et surtout d'optimiser les canaux qui fonctionnent le mieux. Alors ça, c'est quelques astuces. Du coup, on pourra en parler de deux ou trois. Moi, je vous parlerai par exemple, ouais, on en parlera de deux ou trois. Mais c'est important, du coup, vous allez avoir la présentation, vous allez pouvoir du coup les mettre en application. Et c'est ça qui vont être des astuces qui sont utilisées généralement par des rédacteurs SEO ou en tout cas des personnes qui sont liées à la rédaction web. Notamment, moi, je laisserai Simon choisir le sien parmi les 14 une fois que j'aurai fait les deux miens. Mais du coup, par exemple, le troisième point, il est hyper important, c'est déjà que, en fait, quand vous faites un contenu, et ben, un contenu, c'est lié à un mot-clé principal. Faut pas non plus perdre les robots de Google et les internautes. Donc, vous pouvez savoir aussi à quel mot-clé vraiment principal va correspondre cette page que vous êtes en train de rédiger, donc vous êtes en train de créer. Et aussi, tout ça, on parlait du coup de la densité, du nombre de fois où doit apparaître le mot-clé en question. Et ben, généralement, on dit qu'il faut pas que ça dépasse 1,5% de densité pour le mot-clé principal. Il faut pas non plus que ça soit considéré à la fin comme du spamming par les robots de Google. Bon, après, de là à être considéré par du spamming pour les robots de Google, ça voudrait vraiment dire que vous avez mis beaucoup de fois le mot en question dans votre contenu. Mais c'est très important de respecter ce niveau de densité pour aussi que ça soit lisible et aussi lisible par les robots de Google en termes de pourcentage de densité pour le mot-clé en question. Yes, pour rebondir là-dessus, en fait, il y a aujourd'hui, souvent, quand on va partir en stratégie pour réfléchir, on va essayer de se positionner sur un mot-clé. En fait, on dit il y a une page, un mot-clé, un besoin, une action, une conversion. Donc c'est cette logique-là hein, de référenceur qu'on travaille. C'est en effet, il faut établir ce mot-clé principal sur lequel je souhaite me positionner. Donc ça, c'est super important. Et derrière, il y a des mots-clés secondaires. Donc on va pouvoir utiliser la synonymie, on va pouvoir utiliser les cocons sémantiques, etc. Mais en effet, il faut essayer de. Alors, c'est encore une fois, hein, c'est schématique, parfois c'est pas possible, mais il faut en fait que dans votre architecture de page, quand votre architecture de site, tout simplement, il faut essayer de se dire cette page-là, elle va répondre à un mot-clé. Cette page-là, cet article de blog va répondre à un mot-clé, etc. Donc, ça, c'est assez intéressant de travailler comme ça. Et derrière, après, on déroule. Comme on l'a dit, il faut rechercher des mots-clés secondaires pour essayer de montrer qu'on répond à la problématique et qu'on connaît surtout ce cocon sémantique et qu'on est expert de ça, donc en utilisant les mots-clés secondaires, voilà, créer des tables de matière avec des H2, etc. Donc ici, il y a une liste de 14 points clés qu'il faut cocher, bien sûr. Alors, c'est pas tout le temps la même chose. Hein. Quand on parle des textes 15% de plus long de la moyenne,
du top 3, oui, c'est intéressant, c'est sûr. Parfois, en fait, ça n'a pas lieu. Si c'est une fiche produit, on ne va pas obligatoirement faire que sur la quantité. Donc, ce sont des astuces. Il faut parfois les cocher. Toutes sont en tout cas ont été reconnues dans le monde du SEO, mais il faut quand même les adapter encore une fois à chacun des business et des sites web. Bah, tout à l'heure, tu parlais, ouais, ça, c'est les outils que vous allez pouvoir utiliser, d'où l'importance aussi d'avoir la présentation, parce que pour le coup, là, je vous ai mis une douzaine d'outils, mais on a une liste de 100 outils qui sont, donc, une fois que vous avez la présentation, il suffit de cliquer sur le lien. Tout à l'heure, Simon l'évoquait, nous, on l'utilise beaucoup parce que au-delà de notre outil, on fait aussi des stratégies de contenu via nos consultants SEO qui sont chez Octopulse, et on accompagne aussi via parfois des rédacteurs. Mais du coup, pour savoir les sujets de tendance, pour justement savoir qu'est-ce qui peut attirer les gens, bah, Google Trends, c'est souvent sous-estimé. Alors maintenant, c'est vrai que c'est de plus en plus utilisé, mais c'est vrai que c'est un outil fantastique pour savoir les tendances notamment. Yes, ouais, donc en gros, il existe aujourd'hui énormément d'outils. Donc il faut bien sûr, pour pas que ce soit chronophage, hein, mais aujourd'hui, afin de planifier, rédiger ou monitorer, vous allez avoir en fait des outils qui peuvent vous accompagner là-dessus. Maintenant, ça va être l'étape qu'on va passer sur Doki pour vous montrer que je vous montre déjà l'intérêt de Doki et comment justement tous les points qu'on vient d'évoquer, qui sont des points vraiment stratégiques, qui sont des points importants pour créer du contenu optimisé, bah Doki, on l'a créé aussi pour résoudre ces problématiques, aller plus rapidement, plus efficacement et résoudre ça. Et du coup, là, c'est déjà le premier point, c'est que si vous utilisez Doki, vous allez faire en quelques secondes ce que vous allez faire en quelques heures, du coup, avec des outils gratuits, même sans outils. Donc ça, c'est ça déjà la première utilité de Doki, c'est que c'est un outil qui va être rentable pour vous et ce qui va vous faire gagner du temps. Du temps pour créer du contenu efficace, parce que quoi qu'il arrive, ce qu'il faut faire, c'est créer du contenu efficace. Créer du contenu efficace, bah, c'est soit utiliser des manières, des process qui sont vraiment ciblés, mais aussi parfois des outils. Et si vous voulez utiliser des outils gratuits, par exemple, ou en tout cas sans outils, ça va vous prendre plusieurs heures. Avec Doki, ça va se passer en quelques secondes. En effet, en gros, Zookie va vraiment vous aider à venir chercher justement quels sont les mots-clés intéressants pour votre business, comment se positionnent vos concurrents, quels sont les people à soi, quelles sont les questions que faut y répondre, etc. Donc en fait, Google va vous faire toute la partie de planification, va vous aider à venir en fait analyser, comprendre et savoir sur quelle thématique, sur quel mot-clé se positionner, tout ça en quelques secondes, contrairement. Alors, il y a d'autres outils qui vont le faire, hein. Google Trends, on l'utilise énormément, même encore chez Octopus et chez Dookie, mais on a intégré Google Trends, on a intégré SEMrush, etc. dans Dookie, donc pour vous aider à cette planification et à comprendre sur comment structurer et travailler les mots-clés. Mmh. Ah, voilà, il y a eu une erreur sur la page. Alors, je vais vous montrer un cas, c'est très simple, c'était l'un de nos premiers abonnés, qui est la société Side.co. Alors, Side.co, ils font quoi? Ils sont une start-up qui s'est lancée dans l'intérim. Alors, en clair, sur leur site, ils doivent attirer à la fois des sociétés qui ont des offres pour les intérimaires, des offres de recrutement, enfin, des annonces, et de l'autre côté, bah, justement, il doit y avoir des candidats qui répondent à ces annonces, donc des intérimaires. Donc, c'est l'une des complexités les plus importantes sur un site, c'est d'avoir l'offre et la demande en même temps sur le site. Donc, avoir deux types de personas différentes qui arrivent sur votre site. Et du coup, pour eux, en fait, ce n'étaient pas des spécialistes du marketing. Ils passaient par une agence reconnue, une agence parisienne très reconnue pour le marketing, pour la création de contenu. Ils n'étaient pas satisfaits vis-à-vis en fait, du budget investi de tout ce qui était l'image de marque. Ils voulaient rentabiliser aussi les choses et aller plus vite en internalisant. Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé notre outil Doki. Et en fait, grâce à Doki, et ça vous le verrez par la suite, mais grâce à Doki, ils ont vraiment divisé par deux parfois leur temps de rédaction. Et du coup aussi, ce qu'ils ont pu faire, c'est surtout tripler leur metrics en termes, du coup, on parlait tout à l'heure des impressions, du nombre de clics. Donc, ils ont triplé leur metrics en 6 mois. Sur les 6 premiers mois d'utilisation, ils ont triplé leur metrics. Ils ont attiré 3 fois plus de trafic en plus. Et ils ont fait 2 records d'inscrits simultanés en septembre 2021, en décembre 2021 sur la plateforme. Ce qui était vraiment, a fait la différence pour eux. Et après, justement, vis-à-vis de ça, alors c'est pas lié directement, mais ils ont été rachetés par Randstad, donc ils continuent de s'améliorer sur le contenu qu'ils ont été achetés par une très grosse entreprise. Mais ce qui fait vraiment la différence pour eux, bah, c'est que l'outil leur a permis justement d'améliorer la création de contenu, d'aller plus vite et d'avoir des résultats à la fin, puisqu'ils ont eu 2 records d'inscrits sur la plateforme. Et c'est la seule chose qu'ils ont changé. D'ailleurs, on pourra vous transmettre, il y a un article sur notre blog qui est lié à justement ces succès-là. Et c'est ça qui fait la différence. Et du coup, pour vous montrer le cas concret, c'est rien de mieux que vous montrer en fait l'exemple d'une page qu'ils ont fait eux et qui leur a attiré énormément de trafic et qui leur continue de leur attirer du trafic régulièrement tous les mois. Alors, comment ils ont fait? Premier truc qu'ils ont fait,
c'est qu'ils ont importé leur page. Tout à l'heure, je vous disais justement, et c'était Simon qui parlait de l'optimisation du contenu existant. Doki, ce qu'il permet de faire, c'est si vous avez déjà énormément de pages qui existent sur votre site, Doki va être capable de se connecter à votre Google Search Console et du coup d'attirer toutes les pages existantes, de les scanner et de savoir quelle page est à optimiser en premier. Ça, c'est important pour vous parce que, comme l'évoquait Simon tout à l'heure, c'est une mine d'or pour vous. Vos pages sont déjà positionnées, ont déjà quelques positions. Et le but du jeu, c'est déjà d'améliorer ces positions-là en gagnant plus de mots-clés. Et du coup, en étant positionné sur ces mots-clés-là et en améliorant, du coup, votre positionnement. Donc, le plus difficile déjà, c'est quand vous créez un contenu, c'est qu'il soit positionné. Si déjà vous avez des pages positionnées, bah, il suffit juste d'améliorer ces pages pour gagner plus de mots-clés pour votre site et d'améliorer le positionnement de ces pages. Là, du coup, là, on s'aperçoit que notamment dans les pages, il y a une page qui concerne notamment le calcul des IFM. Et bah, du coup, ce qu'a fait Side.co, c'est qu'ils ont lancé du coup une analyse sur le calcul des IFM. Donc les IFM, c'est les indemnités de fin de mission. Donc ils se sont dit, on va créer une page là-dessus. Ils ont fait ça du coup, en choisissant le Google français. Donc, si vous avez des pages qui doivent être créées sur d'autres sites, enfin d'autres pays que la France, vous pourrez aussi les choisir. Actuellement, on fait le français et l'anglais, et en plus en termes de langue, et on rajoutera d'autres langues par la suite. Et une fois qu'ils ont lancé l'analyse, la première chose, c'est qu'ils ont pu voir combien de personnes recherchaient en fait ont recherché le mois dernier. On fait une recherche avec calcul et IFM dans la barre de recherche Google. Donc là, on peut s'apercevoir que calcul IFM, il y a 390 personnes qui recherchaient ça le mois d'avant. Et IFM calcul, ben, il y en avait aussi 390, donc à peu près le même volume équivalent, mais pour pas le même ordre de mots. Donc ça, c'est important aussi d'avoir ces données-là. Doki vous les obtient. Il les obtient d'un outil qui est très connu dans le monde du SEO, qui est SEMrush. C'est connecté directement. Et ça vous permet aussi de, du coup, savoir déjà à l'avance qu'est-ce que recherchent un peu les internautes en termes de volume de recherche et aussi quel est, vous voyez, le niveau de difficulté, quel est le niveau de concurrence en fait pour arriver sur la première page de Google. Et du coup, nous, on vous l'indique. Ça vous permet de savoir en fait quelle est la difficulté pour vous positionner sur tel ou tel mot-clé, sur telle ou telle recherche sur Google. Une fois qu'ils ont lancé l'analyse, ils ont lancé l'analyse du coup de Doki sur calcul IFM. Ça veut dire quoi lancer une analyse sur calcul IFM? Ça veut dire en clair que Doki va analyser les 270 sites qui se positionnent le mieux sur calcul IFM sur le Google français. Là. Donc par exemple, ils ont analysé les 30 pages les mieux positionnées sur calcul IFM et vous voyez les 8 autres recherches associées. Tout à l'heure, on a parlé des recherches associées. C'est en clair les recherches que propose Google par rapport à la première recherche que vous avez effectuée. En clair, ça peut être de recherches qui peuvent vous apporter des réponses. Et du coup, vous voyez que par exemple, calcul IFM, c'était votre première recherche, mais que du coup, Doki est allé analyser aussi calcul IFM et CP brut ou net, puisque c'est une autre question, une autre recherche qui est effectuée par les internautes qui sont intéressés aussi par votre recherche. Ça permet vraiment d'avoir un spectre large. C'est-à-dire qu'on analyse calcul IFM, mais on analyse aussi les sujets, les requêtes que propose Google, qui peuvent être intéressantes aussi pour pour les internautes que vous ciblez. Et du coup, on analyse ces 270 résultats et on les analyse, ces 270 sites, ces 270 pages web, en 45 secondes. C'est ça qui fait énormément de différence pour vous. C'est que si vous le faites vous-même, ça va prendre entre 45 minutes et 1h30. Si vous le faites avec Doki, ça prend 45 secondes pour avoir toutes ces informations qu'on va vous donner sur ces sites-là. Et c'est ça qui va vous permettre du coup de gagner en rentabilité, en pragmatisme grâce à Doki. On voit du coup que les concurrents qui se positionnent à ce moment-là sont EasyWork, GoJob, Interim ou Roca, qui sont sur Calcul IFM. Et on voit notamment que GoJob, il est positionné deuxième, il a un score d'optimisation de 85. Doki, en clair, vous permet de savoir si le contenu de vos concurrents ou le contenu que vous êtes en train de créer est optimisé pour les robots de Google. Tout à l'heure, on disait que le contenu doit être intéressant à la fois pour les robots de Google et pour les internautes. C'est à vous de rendre lisible le contenu pour les internautes pour savoir si votre contenu est intéressant et du coup optimisé pour les robots Google, vous avez un score d'optimisation. Ce score d'optimisation, vous le retrouverez toujours en haut à droite. Là, vous avez vu que du coup, grâce à Doki, ils ont réussi à créer, Site.co, notre client, a réussi à créer un contenu qui est optimisé à 91 sur 100. Donc ça veut dire qu'il est très bon, il est très fort. Mais vous voyez que GoJob, il était à 85. Donc c'est pour ça aussi que Site.co, après, vous verrez par la fin, a réussi à se positionner premier sur Calcul FM grâce à Doki en créant un texte très optimisé en termes SEO. Du coup, GoJob, c'était celui qui avait le meilleur score initialement, à 85. Et du coup, Doki propose de voir directement, en un clic, les plans de rédaction de vos concurrents. Du coup, ce qu'ils ont fait, Site.co, c'est qu'ils ont cliqué sur GoJob, sur Doki, et ils ont vu le plan de rédaction de la page en question qui permettait à GoJob d'avoir 85 d'être deuxième sur Google. Et là, on voit que, du coup, on parlait tout à l'heure des hash, du coup, de la structure des articles.
Là, on voit directement en un clic la structure des articles. C'est ça qui vous permet aussi d'économiser du temps sur votre rédaction. Au lieu de vous dire, OK, je vais faire un truc sur le calcul du coût des indemnités de fin de mission, OK, quelles sont les idées que je pourrais mettre en place? Quelles sont les thématiques? Quelles sont les questions que vont se poser les internautes? De quoi parlent mes concurrents? Bon, bah, je vais aller sur GoJob parce que c'est un de mes concurrents. Je vais aller sur Eureka. Ça prend du temps de faire tout ça. Ça prend le temps et c'est aussi ça qui vous prend beaucoup plus de temps que le reste. Là, avec Doki, 45 secondes d'analyse, vous avez les informations, vous cliquez, en un clic, vous avez le plan de rédaction. Et en plus, vous pouvez prendre les idées qui sont intéressantes. À gauche, vous avez un plus qui vous permet de prendre les idées qui vous intéressent dans le plan de rédaction de vos concurrents. Et vous pouvez faire ça pour tous vos concurrents. Ça, c'est du temps gagné qui est fantastique pour vous, parce que si vous faites ça pour chaque article, à la fin, c'est ça qui vous fait gagner en pragmatisme et du coup en rentabilité. Et on parlait tout à l'heure des questions pertinentes, les people also ask. Et ben en fait, Doki va aussi aller sur les pages qui concernent du coup Calcul IFM, pour cet exemple, va aller prendre toutes les questions que se posent les internautes. Donc là, vous voyez, quand on met par exemple quel délai pour réclamer les IFM, ça c'est une people also ask, puisque Doki vous l'indique. Et du coup, quand il y a une people also ask, il y a aussi ce qu'on appelle une position zéro. En clair, comme Google, pour toutes les questions posées, veut qu'il y ait une réponse le plus rapidement possible donnée aux internautes et le plus visible possible, il va placer en fait un site très très haut qui répond selon lui le mieux à la question et va le mettre en position zéro. La position zéro, là, vous la retrouvez pour du coup la question quel délai pour réclamer pour les IFM. Mais bah, du coup, il a décidé que la page web dossierintérimaire.com répondait le mieux à la question. Et du coup, ce qu'il fait, c'est que le passage du contenu qui répond à cette question vraiment de manière précise, il va vous le mettre carrément en affichage. Même pas besoin de cliquer directement sur le site. Et ça peut être game changer pour vous parce que, bon, tout à l'heure, on parlait par exemple d'Emmanuel qui parle du café. Si lui, il crée du contenu qui est intéressant et qui répond à des questions qui concernent le café, bah, potentiellement, dès le départ, il peut tenter d'essayer de se positionner en position zéro sur ces questions que se posent les internautes concernant le café. C'est ça aussi qui est important pour vous, c'est que dans votre plan de rédaction, soit vous abordez les mêmes, enfin, c'est pas soit c'est vous abordez les mêmes thématiques que abordent vos concurrents qui sont très haut positionnés, puisque s'ils sont très haut positionnés, ça veut dire que ces thématiques fonctionnent déjà pour les robots de Google. Et deux, il faut forcément aborder les thématiques que se posent les questions. Il faut répondre aux questions que se posent les internautes, les people also ask, puisque ce sont des questions qui sont posées régulièrement, qui sont posées par des personnes et qui seront reposées l'année d'après aussi ou le mois d'après par d'autres types de personnes, puisque ce sont des questions du coup récurrentes. On parlait tout à l'heure des métadonnées, la métatitle et les métadescriptions, c'est ce que vous expliquez Simon. Très important, alors métatitle et métadescription, quand vous êtes sur les résultats Google et que vous voyez la page web, vous voyez en bleu souligner la métatitle, où vous allez pouvoir cliquer dessus, vous allez avoir la métadescription qui explique un peu, c'est un peu l'approche, la description le sommaire de la page. Et ben vous devez même dans ces zones-là, dans ces zones chaudes-là, comme on appelle, et ben mettre le mot-clé principal et mettre aussi un bon nombre de mots. Il ne faut pas que ça soit trop long pour ne pas être coupé par Google, parce que si vous mettez trop de mots dans ces parties-là, ça va être coupé. Donc ça, c'est pour le display. Et il faut aussi en clair qu'il y ait les bons mots-clés. Du coup, Doki, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous dire le nombre de mots à mettre pour chacune de ces parties. Là, vous voyez, il fallait mettre 6 mots pour la meta title, et du coup, Stride.quiz en ont mis 10. Et il fallait mettre 21 mots pour la méta description, ils en ont mis 18. Donc ça veut dire qu'ils auraient pu rajouter 3 mots pour être encore meilleurs. Et en plus du nombre de mots, on vous donne les mots-clés à placer. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui va aussi permettre au robot de Google de comprendre à quoi correspond cette page, sur quoi vous essayez de vous positionner. Une fois que vous avez commencé à faire votre plan de rédaction et que vous avez mis les informations, les mots-clés importants pour la méta title et la méta description, vous allez rédiger. Donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, vous avez fait votre plan de rédaction, vous savez sur quelle thématique vous voulez évoquer grâce à vos concurrents et grâce aux questions que se posent les internautes. Ce que vous allez faire maintenant, c'est rédiger. Vous n'allez pas regarder les mots-clés, vous n'allez pas penser optimisation de mots-clés, vous n'allez pas penser contenu on page, vous allez vraiment penser à mettre les paragraphes qui vont être intéressants, qui vont répondre aux problématiques des internautes qui vont arriver sur votre page. Donc, rédigez. Faites-le relire par quelqu'un si c'est possible, ou alors relisez-vous vous-même pour que ce soit très lisible. Et une fois que vous avez fait ce travail de rédaction, de premier jet, comme on l'évoquait tout à l'heure, de relecture et de réécriture, et ben vous allez pouvoir mettre les mots-clés. Nous, Doki, c'est là où c'est le cœur central, c'est là où on est l'outil le plus puissant sur les mots-clés français. C'est qu'à droite, on va vous mettre une liste de mots-clés qui peut être triée par importance alphabétique, occurrence. Du coup, par importance, ça veut dire que par exemple, le premier mot là que vous voyez qui est IFM, et ben, c'est le mot-clé le plus important si vous voulez positionner cette page-là sur Calcul IFM. Et après, vous allez avoir, du coup, en descendant, indemnité, calcul, intérim, ça va être les mots-clés qui vont être le plus importants à placer. Non seulement, on vous dit les mots-clés les plus importants à placer avec une liste, et c'est pas que c'est ce mot-là, si vous scrollez vers le bas, et ben, du coup, vous allez pouvoir voir d'autres mots. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir savoir le nombre de fois où les placer. Tout à l'heure, on évoquait la densité.
très important de respecter la densité. Vous voyez, par exemple, pour le mot IFM, on le demandait 9 fois minimum, ils l'ont mis 22 fois. Donc c'est optimisé, c'est top. S'il avait peut-être mis, par exemple, je dis n'importe quoi, 100 fois, ça serait en rouge, ça serait suroptimisé. Donc il vous permet justement de savoir les mots-clés à placer, le nombre de fois, et à un niveau d'optimisation qui fait que les robots Google adorent votre contenu, peuvent le placer vraiment très haut sur la requête que vous souhaitez. Et là, dans cet exemple-là, c'est calcul IFM. Vous retrouvez du coup vos mots-clés là, les mots-clés à placer, et vous retrouvez du coup, comme je vous disais, la zone verte, c'est la zone d'optimisation. C'est en clair, est-ce que votre compte, le nombre le mot-clé a bien été placé le bon nombre de fois? Si c'est en rouge, c'est suroptimisé, faut s'en méfier, hein, parce que suroptimisé, c'est vraiment beaucoup trop suroptimisé, ça peut vraiment être mal vu par les robots Google. Et ce qu'il faut vraiment éviter, pire que la suroptimisation, la sous-optimisation, ça veut dire que par exemple le mot-clé en question n'a pas été placé le bon nombre de fois. Donc là, vous voyez dans cette courbe-là, que salaire, prime étaient dans la zone bleue, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été cités assez de fois. Et du coup, ça vous permet de corriger le tir et peut-être de placer un peu plus ces mots-clés-là. Et aussi pour vous aider à gagner du temps, en fait, votre score, on vous l'explique. C'est-à-dire que quand vous avez 91 sur 100 d'optimisation, de score d'optimisation, bah, on va vous dire, bah, c'est parce que votre meta title est bien ou votre H1 est bien. Donc là, évidemment, ils ont 80 sur 100, quasiment tout est vert. Mais par exemple, si vous avez un score de 75 et que vous posez, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il suffit juste de cliquer sur le détail. Vous voyez, le détail de votre score et les étapes qui restent à accomplir. Et là, vous voyez que par exemple, il y avait encore quelques points à accomplir parfois pour nos amis de Style.co. Au global, ils ont fait un excellent score et que du coup, c'est ça qui fait qu'ils ont pu optimiser au mieux leur contenu. On permet aussi de faire du maillage interne, c'est très important. Tout à l'heure, on évoquait le cycle d'engagement. En fait, quand vous allez attirer vos internautes, vous allez probablement créer du contenu informationnel, par exemple des articles de blog. Imaginons vous vendez des robes de soirée, de mariage. Vous n'allez pas attirer directement, grâce à vos fiches produits ou vos pages catégories, les internautes directement dessus. Vous allez peut-être créer des articles de blog qui vont vous permettre d'attirer des gens. Donc, par exemple, quelles sont les robes de soirée tendances pour l'été 2022? Ou quelle est la couleur pour les mariages en 2022? Ça, c'est ça qui va pouvoir aussi, vous permettre d'attirer du monde. En plus, ce type de contenu-là va être potentiellement, vous allez pouvoir les mettre sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, Emmanuel nous parlait des réseaux sociaux. C'est aussi important, c'est un peu les fenêtres de votre maison. Tout à l'heure, Simon évoquait que votre site, c'est un peu votre maison et que la base, c'est le SEO technique et après, le contenu permet de construire au fur et à mesure la maison. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les fenêtres ou les portes de la maison, bah, ça va être les réseaux sociaux où vous allez mettre les contenus justement créés sur votre site en accès pour ramener le maximum de monde sur votre site. Ces contenus informationnels vont attirer du monde, mais après, pour convertir, il faut que ces contenus informationnels soient reliés, amènent à justement au contenu qui est plus commercial, où vous allez mettre en avant votre service ou votre produit. On a un exemple aussi sur la route des Roms. La route des Roms, c'est très simple. Ils vendent du rhum, c'est un de nos abonnés. Eux, ce qu'ils font, par exemple, c'est qu'ils vont faire une page descriptive de tous les roms qui existent dans le monde. Du coup, ça, pour les gens qui recherchent des informations sur le rhum, c'est du contenu informationnel. Si moi, je veux savoir c'est quoi le rhum blanc, bah, je vais arriver sur cette page-là. Et dans le rhum blanc, à un moment, ils vont dire retrouvez nos 10 meilleurs rhums blancs pour l'année 2022. Et ils vont mettre un lien. Ils vont faire du maillage interne. Et ce lien-là va amener, du coup, à un classement, à un top 10 des rhums blancs en 2022 où il y aura les fiches produits en question. Et c'est ça qui va faire qu'au début, moi, je cherche juste à savoir ce que c'est le rhum blanc, à avoir des informations, donc du contenu informationnel. Et comme le contenu informationnel m'a donné des réponses, eh ben, je vais cliquer sur le top 10 des rhums blancs parce que du coup, je suis intéressé par les rhums blancs qui existent en 2022 qui sont les meilleurs. Et c'est là où, du coup, je vais m'intéresser à leurs produits qu'ils ont à proposer. Et c'est comme ça que vous avez transformé au début un internaute qui cherche juste une information en prospect qui potentiellement va acheter l'un des 10 rhums blancs que vous proposez sur votre article. Et pour ça, il faut faire du maillage interne. Dans le contenu informationnel, vous allez faire un lien vers un article qui va être le top 10 des meilleurs rhums blancs. Et c'est comme ça que vous avez attiré au début l'internaute et il finit sur votre contenu commercial. Et le monitoring, une fois que vous avez rédigé votre contenu, qu'il est optimisé, qu'il est visible, qu'il est positionné très haut par Google et qu'en plus il est disposé sur votre site de manière telle que vous arrivez à prendre l'internaute et à le ramener à être client, voire même prescripteur, ce qui va se passer, c'est que vous allez regarder les résultats obtenus. Quelle est la page qui a obtenu le meilleur résultat? Et du coup, avec Doki, vous pouvez obtenir ces résultats très rapidement, voir sur quel mot-clé vous êtes positionné haut, quelle page ou quel mot-clé vous apporté le plus de clics, d'impressions, du coup, les résultats, les métriques dont on parlait tout à l'heure. Et c'est ça qui va faire que vous allez savoir qu'est-ce que vous avez fait de bien dans votre rédaction SEO, qu'est-ce que vous avez fait de mal, qu'est-ce qui est amélioré, qu'est-ce qu'il faut encore, qu'est-ce qui fonctionne très très bien et du coup on peut aller encore plus loin. C'est ça qui va vraiment vous permettre de vous situer sur tout ce qui est la rédaction SEO que vous avez accompli. En termes de résultats, pour Side.co, sur le calcul des IFM, vous allez vous dire, OK, Damien, c'est sympa ce que tu racontes, mais est-ce qu'il y a des résultats à la fin par rapport à cet article?
faut savoir, tout à l'heure, je vous parle de la position zéro quand vous répondez aux questions. En fait, bah, du coup, Google vous positionne très haut et même affiche une partie de votre contenu pour répondre à la question de que se pose l'internaute. Style.co, sur l'article qu'ils ont créé, là, que je vous ai montré, là, ils sont positionnés sur 16 positions zéro. Ça veut dire en clair sur 16 requêtes où il y a le mot calcul, où il y a l'expression calcul IFM, où il y a le mot-clé calcul IFM, et ben eux, ils sont positionnés sur 16 requêtes différentes en première position, en position zéro. Et du coup, ça, en septembre 2022, si je dis pas n'importe quoi, ça a attiré voilà, 2000 personnes qui ont effectué des recherches sur calculer IFM, calculer les IFM, IFM calcul. Toutes ces 16 positions-là, ces 16 recherches différentes, ont amené 2000 personnes à les taper. Et si vous êtes du coup premier résultat tout en haut sur 2000 clics, ça veut dire que sur ces 2000 clics, potentiellement, vous allez peut-être prendre entre 30% et peut-être 50% en fonction de la périodicité, en fonction de la requête. Et du coup, ça veut dire que potentiellement, Site.co, grâce à une seule page web, ils ont attiré en septembre, ils ont eu, disons, entre 800 et peut-être 1000 personnes qui ont cliqué sur cette page web. Et c'est ça qui est important, c'est de rendre votre page opérante pour être positionné très haut et attirer le plus de trafic web sur votre site web. On a d'autres exemples que Site.co. On va avoir par exemple Digidop. Alors tout à l'heure, je vous ai montré, vous pourrez revoir sur la présentation, on vous montrait la différence entre le SEA et le SEO, et notamment sur le SEO, l'écran que je vous avais mis, Digidop, c'est une société qui s'est lancée toute seule, enfin ils étaient deux jeunes à se lancer tout seuls, et eux, ils ont commencé directement à rédiger avec Doki. Et le premier article qu'ils ont fait, c'est sur les meilleurs outils SEO. C'était le fameux écran que je vous ai montré. Et vous voyez qu'ils étaient troisième. Directement, dès leur premier article, ils ont réussi à être troisième organique sur un sujet qui était très concurrentiel, grâce à Doki. Et ils ont continué. Et vous voyez qu'en termes de trafic organique, bon, au début, ils ont créé, comme ils ont commencé dès le premier article, c'était à zéro, ils ont créé avec Doki. Et vous voyez qu'à la fin, ils ont un trafic organique. De là, alors ça a mené à fin d'été, donc ça doit être encore bien maintenant, à 17 000 personnes, personnes qui sont allées du coup sur leur site. En termes de mots-clés organiques aussi, vous voyez qu'il y a une croissance qui est très très importante et c'est effectué grâce à Doki. Vous avez Slick. Alors du coup, Simon, je sais que en plus tu maîtrises pas mal ce sujet. Ouais, ça c'est un super cas qu'on a eu avec une agence qui s'appelle Slick, donc qui est une agence spécialisée sur TikTok. Eux, en fait, ils avaient un souci, c'est qu'ils oscillaient entre la 14e et 17e position sur la requête agence TikTok, qui est très importante pour eux. Ils ont fait une stratégie de contenu, donc ils ont planifié, ils voulaient vraiment se positionner sur ce mot-clé-là. On a regardé et en fait, sur 4 mois de travail, tout simplement, aujourd'hui, ils sont en première position sur cette requête agence TikTok Paris aussi, il me semble. Et donc, ça leur fait, je crois, entre 400 et 600 visiteurs uniques par mois sur cette requête-là, grâce à un travail en 3-4 mois de création de contenu sur cette expertise agence TikTok, pourquoi créer une agence TikTok, qu'est-ce que TikTok, etc. Mais ils ont planifié, rédigé et monitoré en 3-4 mois, et aujourd'hui ils sont donc premiers sur cette requête qui apporte crédibilité, réassurance et bien sûr du new business aussi et du lead là-dessus. On parlait de la route des Roms, c'est un de nos meilleurs abonnés. Alors la route des Roms, ils ont le cas particulier qu'en plus de non seulement d'utiliser Doki, en fait, on leur a fait, tout à l'heure, je vous évoquais la stratégie de contenu, on leur a fait leur calendrier éditorial, la planification. On a un consultant SEO qui a audité leur site, qui a audité leurs concurrents, ce qu'on appelle vraiment les étapes de la stratégie de contenu, et qui du coup a redéfini leur arborescence de leur site. Parce que on parle de tout à l'heure d'optimisation de contenu, donc c'est ce qu'on peut considérer comme de l'optimisation intrinsèque. Ça veut dire que chaque page va être optimisée intrinsèquement pour être intéressant pour les robots de Google et pour les internautes. Mais il y a aussi la structure de site qui est hyper importante, l'arborescence. Simon, tu peux en parler vite fait de l'arborescence des sites du coup? Alors, je crois qu'il faut aller très vite fait parce qu'on ça fait, il est Ah oui, il reste 5 minutes. Ok, d'accord. Mais, 5 minutes. bon, mais tout ça, on les a accompagnés là-dessus. Mais si tu as 30 secondes, et puis après, de toute façon, c'est la fin de Non, mais c'est ça, en fait, aujourd'hui, l'arborescence est très importante sur en gros, comment l'expliquer, des pages mères qui vont traiter, par exemple, du rhum agricole. Et en fait, montrer que les rhums agricoles, après, envoyer des pages filles pour montrer qu'en fait, on répond à toutes ces questions sur le rhum agricole. Et en fait, c'est la page mère qu'on va essayer de faire remonter. Mais oui, en effet, il faut aussi regarder et analyser son arborescence, son architecture pour avoir un site qui est efficace là-dessus. Mais peut-être qu'on va passer, de toute façon, on vous enverra les Ouais, la différents présentation, honnêtement, vous cas. verrez, là, l'agence, là, c'était une salon manucure qui sont maintenant premiers sur Prothésiste Angulaire Nantes et on les accompagne aussi sur la stratégie de contenu. Donc, on est vraiment, grâce à nos consultants, on va pouvoir être efficace pour vous donner les meilleurs conseils parce que c'est toujours du cas par cas, ça concerne votre business et on voit vraiment que pour n'importe quel type, c'est ça aussi l'intérêt, ce qui est intéressant parmi tous les exemples qu'on vous montre, c'est que on a tout.
on a des entrepreneurs, on a des startups qui ont scalé, donc des scale-up, on a des très gros groupes qui nous utilisent. On va voir France TV à la fin. Ça, c'est des agences marketing, la Eskimos, Cooklin, enfin des acteurs du marketing. Tout le monde nous utilise, donc ça veut dire que c'est du cas, peu importe votre problématique actuelle, vous pourrez utiliser Doki, c'est sûr, puisque pour l'instant on a toute typologie d'utilisateurs et que ça soit petit, gros, que ça soit des acteurs du marketing, non marketing, expérience ou sans expérience du SEO, en fait, ils trouvent une utilisation de Doki qui leur permet de performer et d'atteindre les objectifs et les résultats qu'ils souhaitent. Et en plus, on a été finaliste de 2 catégories meilleure innovation pour les Semi Awards et les SEO Awards. Yes, donc ça c'est cette année, c'était une belle année hein, pour nous. On a comme l'a dit Damien, gagné donc ces deux prix au salon du SMX, qui est le plus gros salon du search pour la meilleure innovation SEO en 2022. Et dans la catégorie meilleure innovation d'un outil SEO, on a été finaliste juste en deuxième position au SEO Camp, qui est un gros salon aussi du SEO. Donc on est reconnu en termes de NLP, donc ça c'est un peu plus technique, mais de roadmap technique sur notre projet en pure technique. On est assez costaud sur l'IA qu'on a développé aussi. Ouais. Du coup, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y aura du coup des tarifs préférentiels pour vous. Alors là, on a mis pour notamment les abonnements annuels personnels et team. Ça veut dire que si vous prenez un abonnement annuel personnel, vous allez pouvoir bénéficier de 15% grâce à ce code promo, 25% pour tout ce qui va être abonnement annuel team, qui est un peu plus costaud, qui est pour plus de contenu. Et même pour les stratégies de contenu, si à un moment vous avez besoin qu'on vous accompagne, qu'un consultant SEO vous accompagne sur le moyen long terme, on va pouvoir vous accompagner grâce à ça. Alors au début, on va commencer par une démo personnalisée, complètement gratuite. On va vous conseiller, il n'y a pas de problème. Et en fonction des problématiques et des enjeux que vous avez et des timings que vous avez, et ben, nous, on va pouvoir, soit via l'outil, soit via nos prestations, vous accompagner quoi qu'il arrive. Du coup, envoyez bien une demande à damien@doki.io. Donc, sur la présentation, vous pourrez cliquer dessus ou tout simplement m'envoyer un email. Et nous, après, on vous fait une démonstration, on prend rendez-vous avec vous, on prend le temps de vous accompagner sur le long terme. Et au-delà de ça, on fait aussi bien sûr un essai de l'outil pendant 7 jours. Oui. Mais de toute façon, l'essayer, c'est l'adopter. Donc, on est assez conscient là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Ou pas du tout, peut-être? Alors, je pense que c'était assez intense avec beaucoup d'informations. Donc, je pense que c'est normal qu'il n'y ait pas énormément de questions. Voilà, comme l'a dit Damien, le but, de toute façon, c'est au cas par cas, de venir vous accompagner, vous aider à tous les adhérents de PIE là-dessus. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit directement sur dooki.io, prendre une demande de démo ou d'envoyer explicitement vos intérêts, vos actions, ce que vous souhaitez mettre en place à Damien. Et on se fera un plaisir de vous faire une petite démo là-dessus. Juste une question sur les C'est top. tarifs. Est-ce que Oui. vous avez des indications sur les tarifs Ouais, sur bien les sûr. abonnements? Alors, on est sur 2 formules. Sans les promotions, c'est 49 € sur l'offre personnelle, 150 sur l'offre team. Pour 10 projets sur l'offre personnelle, c'est 30 projets, hein, c'est ça, Damien, sur 40. 40, pardon, 40 sur l'offre team. Ça va dépendre un petit peu de vos attentes, mais on est sur un abonnement assez accessible à une cinquantaine d'euros par mois pour des projets souvent de TPE ou de PME ou de start-up. Est-ce que ça a répondu à votre question, Renaud? Oui, oui, oui. Ouais, ok. Parfait, merci. Bah, merci beaucoup Super. à vous. Merci. Merci à tous. Pour Merci à vous l'organisation. pour le webinaire. Ouais, à bientôt. Et on espère que ça a été assez clair pour vous et que derrière, vous avez des sujets là-dessus. On se fera un plaisir d'y répondre ou de vous accompagner là-dessus. À bientôt. Super. Merci À bien. Merci. bientôt. Au revoir. Bonne Merci. journée. Bonne journée à tous.